Le président Alassane Ouattara a quitté ce midi Abidjan pour Paris. Il prendra part à la réunion du Conseil consultatif sur le financement du plan national de développement les 4 et 5 décembre sous l'égide de la Banque mondiale. Elle a pris fin il y a quelques heures seulement ici à Abidjan, la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Les ministres de la communauté, conformément à leur plan de travail, ont établi des recommandations à soumettre au chef d'État. Et puis au Congo, un avion cargo en provenance de Pointe-Noire a raté son atterrissage à l'aéroport de Brazzaville, faisant une trentaine de morts parmi les habitants du quartier. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TI1 et bienvenue dans le 20h. Le président Alassane Ouattara a quitté aujourd'hui Abidjan à 12h45 pour se rendre à Paris où il prendra part à la réunion du Conseil consultatif sur le financement du plan national de développement prévu pour les 4 et 5 décembre prochains sous l'égide de la Banque mondiale. Cette rencontre sur le financement du PND 2012-2013 regroupe les investisseurs privés et publics, l'objectif étant de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre du PND dont le coût est estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Après la réunion du groupe consultatif, le président Alassane Ouattara sera reçu à Cannes du 7 au 9 décembre. Il sera reçu donc à la World Conference Policy de l'Institut français des relations extérieures. En marge de la réunion du groupe consultatif sur le PND 2012-2013, le président de la République Alassane Ouattara sera reçu par le président français François Hollande mercredi prochain à 18h heure locale. Comme vous le voyez sur ces images, l'avion du chef de l'État a décollé à 12h45 heure d'Abidjan aujourd'hui pour se rendre donc à Paris. Dans l'actualité, cette autre activité du président de la République, les rideaux sont tombés sur la 3e session ordinaire des imams, organe suprême du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. La cérémonie de restitution des travaux a eu lieu ce matin donc à la Riviera, à la grande mosquée de la Riviera Golf, en présence du chef de l'État et quelques membres du gouvernement. Thème de la rencontre, réconciliation, paix et solidarité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Plusieurs déclarations ont été faites, notamment des résolutions, des appels et des motions. Fin de la 3e session ordinaire de la conférence des imams, l'organe suprême du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Après 72 heures de travaux en atelier et commission, les imams ont tiré les conclusions de la rencontre ce dimanche matin en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et quelques membres du gouvernement. Cette 3e session ordinaire de la conférence des imams s'est articulée autour du thème réconciliation, paix durable et solidarité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À la cérémonie de clôture, faite essentiellement de déclarations, des résolutions ont été adoptées par les imams, des appels ont été aussi lancés aux autorités politiques, administratives et religieuses, à qui les imams demandent de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout autre intérêt, tout en rappelant que la paix doit être le souci de tous les acteurs. Une motion de remerciement a été prononcée à l'endroit du président de la République. Vu l'attention particulière que le chef de l'État accorde à la communauté musulmane, considérant le soutien matériel, logistique et moral que le chef de l'État apporte aux musulmans pour l'accomplissement du Hajj, particulièrement sensible à l'implication personnelle de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à la réussite de présentes assises, remercie le président de la République pour sa sollicitude constante à l'égard de la communauté musulmane. Exprime sa très profonde gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, l'encourage vivement à poursuivre sans répit sa politique de main tendue à toutes les filles et à tous les fils du pays pour la réconciliation nationale. Le guide de la communauté musulmane nationale, Cheikh Bouakari Fofana, a invité ses pairs, les imams, à faire leur la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. La question de la réconciliation vraie entre les enfants de ce pays qui domine actuellement notre actualité, les problèmes liés à l'éducation de nos enfants et de notre jeunesse, afin de trouver des réponses adéquates à la problématique de dépravation des mœurs, sont autant de sujets où vous devez vous illustrer de fort belles manières, maintenant et dans les années à venir. Notre société
a besoin de vous savoir à ses côtés, dans les bons et dans les mauvais moments, avec les pieux et les moins pieux. Et c'est dans la discipline comme vous avez pu faire montre lors des dures épreuves de la crise post-électorale. Telle est aussi en partie notre mission et votre mission. Plusieurs imams venus de la sous-région ont pris part à cette conférence. Ils sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, de la Mauritanie et du Nigeria. Ensemble, avec leurs frères ivoiriens, ils se sont engagés à prier davantage pour la cohésion sociale dans la sous-région ouest africaine. La perspective économique entre la Côte d'Ivoire et la France au cœur d'une rencontre entre les ministres français de l'économie et du développement, Pierre Moscovici, Pascal Canfin et les journalistes ivoiriens. Une conférence de presse qui intervient en marge de la signature du C2D, le premier contrat de désendettement et de développement conclu entre Abidjan et Paris. Le point avec Alexis Ouedraogo. Une conférence de presse pour refermer les portes de 48 heures sur le sol ivoirien. Samedi, le ministre français de l'économie, Pierre Moscovici, et celui délégué au développement, Pascal Canfin, face à la presse, ont souligné sur la question de la réconciliation dans le pays qu'il n'y avait pas de développement en longue durée sans réconciliation véritable. La stabilité politique du pays est une condition de son développement, est une condition aussi d'investissement dans la durée, de confiance de la part des entreprises. Et qu'il y a là une attente très forte. Le récent rapport des droits de l'homme dans le pays a été aussi visité. Présent en Côte d'Ivoire aux côtés de 12 entreprises, les ministres français ont affirmé la ferme volonté de leur pays à rester premier partenaire de la Côte d'Ivoire. La France a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de la France, et donc nous allons avancer ensemble. Sur les quelques 413 milliards de francs CFA du contrat de désendettement et de développement, C2D, environ 16 milliards devraient être employés au remboursement de la dette intérieure, de quoi redonner du souffle au secteur privé. Notons qu'une réception à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est tenue plus tôt en fin d'après-midi, une occasion pour les ministres de saluer la coopération franco-ivoirienne. Elle a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et invités de marque. J'en viens au deuxième titre de cette édition. Elle a pris fin il y a quelques heures seulement ici à Abidjan, la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Les ministres de la communauté, conformément à leur plan de travail, ont établi des recommandations à soumettre aux chefs d'État en vue de leur prochaine rencontre. Ils ont aussi livré un communiqué relatif au rapport du secrétariat général des Nations Unies sur le Mali. Alexis Ouedraogo. Dernière correction et recommandation, la 69e session du Conseil des ministres de la CEDEAO a pris fin ce dimanche soir à Abidjan. Point fort de cette rencontre, l'urgence dans le nord du Mali avec la récente publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Le Conseil a convenu que la CEDEAO, en relation avec l'Union africaine, se prononce au plus vite et entreprenne des consultations appropriées en vue d'apporter des clarifications sur l'urgence du déploiement d'une force internationale dans la région. Une non-intervention au nord du Mali, où tout recul devant l'urgence d'envoyer une force pourrait entraîner une aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région et en Afrique. Cela équivaudrait à une forme de non-assistance au peuple malien et favoriserait ainsi l'enracinement des groupes terroristes et criminels avec des menaces lourdes de conséquences pour la sécurité régionale et internationale. La 41e conférence des chefs d'État et de gouvernement avait indiqué que le déploiement d'une force militaire internationale au Nord Mali ne saurait souffrir d'aucun délai. Le Conseil en appelle donc à l'UA et aux Nations Unies pour que des efforts diplomatiques soient entrepris pour l'autorisation d'un déploiement imminent de la force militaire. Cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État Séguelon, tout nouveau département situé dans la région du Denguélé, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Temps fort de l'activité, la présentation du nouveau préfet de Séguelon. Elle a vu la participation du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République dans le canton Nonoulo. C'était hier sous les yeux d'Abou Sanogo. Un moment de joie et de retrouvailles à Séguelon, localité située dans la région du Denguélé.
Le canton Naoulo a battu le rappel de tous ses fils à l'occasion de la grande journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Érigé en préfecture en juillet dernier, toutes les forces vives de cette localité ont tenu à saluer l'acte posé par le chef de l'État représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Les différents intervenants ont témoigné leur gratitude au président de la République. Selon eux, l'érection de Séguélon en préfecture va permettre de revitaliser leur département. Propos appuyés par le préfet Nanou Benjamin qui a dit mesurer l'ampleur de la tâche qu'il attend tout en promettant d'être un agent de développement. C'est un challenge. La mission est certes difficile, mais elle est attente. Et je pense qu'avec l'appui de la population, et le soutien des cadres unis autour de leur préfet, nous pouvons relever le défi de développement. L'administration est la porte d'entrée du développement, a dit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le chef de l'État. Il a ajouté que Séguélon mérite d'être érigé en préfecture. Comme vous l'avez dit, le président vous l'avait promis, il a réalisé. Parce que le président que vous connaissez est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Je voudrais vous demander de soutenir votre préfet, de l'aider dans sa mission, afin qu'en retour, lui puisse vous aider vos enfants, aider votre département à bien se développer. Le président est très attaché au développement à la base. C'est-à-dire le développement, ce n'est pas seulement à Abidjan, c'est dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les départements. Nous devons faire en sorte que tous les Ivoiriens soient traités de la même façon. La fête s'est poursuivie avec la finale du tournoi de football doté du trophée Ahmed Bakayoko. En bref, sachez que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sera demain à l'Assemblée nationale pour la présentation de deux projets. Projet de loi portant organisation des collectivités territoriales et le projet de loi portant modification du code électoral. Depuis l'avènement du gouvernement Duncan, les passations de charges s'enchaînent dans les différents ministères où il y a eu changement. Des images pour en témoigner. Pour le ministre Mamadou Sandogo, désormais en charge du logement, c'est une continuité. Ces nouvelles charges s'ajoutent en effet à la construction, à l'assainissement et à l'urbanisme dont il s'occupait dans l'ancien gouvernement. Les dossiers relatifs à ces nouvelles charges, il les a reçus des mains du ministre Kabaniale, anciennement ministre de la promotion du logement, et nommé ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Le ministre Mamadou Sandogo devra poursuivre la concrétisation de la promesse du chef de l'État, celle de promouvoir le droit au logement en offrant aux populations la possibilité d'accéder au logement et d'avoir un cadre de vie décent, aussi bien dans les villes que dans les villages. Je vous propose maintenant de faire un tour aux États-Unis d'Amérique à la découverte du quotidien des étudiants ivoiriens qui y font leurs études. D'après Michel Digré qui est allé à leur rencontre, la vie n'est pas toujours rose. Néanmoins, ces jeunes Ivoiriens ne baissent pas les bras malgré les difficultés. Poursuivre ses études dans une université de référence américaine, c'est le rêve de plusieurs étudiants ivoiriens. Mais après avoir foulé le sol du pays de l'oncle Sam, tous sont unanimes à reconnaître que pour réussir cette aventure, il faut en plus de la maîtrise de l'anglais, un bagage intellectuel solide et dans son sac, un mental de fer. C'était pas du tout facile parce que quitter les parents, venir tout seul, c'est un peu difficile. Mais ça permet de grandir en même temps. Ça permet de se focaliser sur les études. Ça permet de montrer qu'on est grand. L'une des premières difficultés, c'est le logement pour les étudiants qui ne souhaitent pas résider en cité universitaire. Pour résoudre cette équation, il faut souvent s'y mettre à deux. Quand on te demande qui va payer l'appartement, si tu dis, bon, c'est tes parents. Ils n'ont pas confiance, donc ils ont besoin de bank statement de ton père ou bien de ta mère, ou la personne qui va payer. L'avantage d'être en communauté avec les amis,
c'est d'abord l'esprit familial, l'esprit de fraternité. Parce que c'est vraiment difficile de vivre seul dans un appartement, dans un pays que tu ne maîtrises pas. Pour encadrer les nouveaux étudiants et faciliter leur intégration dans le système éducatif américain, les anciens étudiants ivoiriens de Georgia State University ont mis en place une association. Chaque fois qu'on arrive à aider un élève et qu'il réussit à faire quelque chose, ce sourire qu'il a, ça nous apporte déjà beaucoup et ça nous rend fiers aussi de l'avoir précédé ici. Autre bouffée d'oxygène pour les futurs étudiants aux États-Unis, la fondation créée par l'ex-ambassadeur américain auprès de l'Érythrée, John Hicks, aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'Université internationale de Grand Bassam. La fondation est créée pour aussi aider les étudiants meilleurs, mais les parents n'ont pas de moyens, c'est-à-dire les étudiants nécessités pour les aider à réussir. Pour l'heure, entre les études et les difficultés quotidiennes, certains étudiants peuvent s'adonner à leur passion. Brice Esso, étudiant en marketing, photographe à 7 ans perdu, est dans le viseur de grandes maisons d'édition. Malgré ce début de succès, Brice pense déjà à retrouver sa terre natale, comme tous les autres étudiants, pour faire bénéficier au pays la somme d'expérience acquise aux États-Unis d'Amérique. Autre information en bref, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, s'est tenu cette année à Libreville au Gabon. La Côte d'Ivoire s'en est tirée avec un bon score lors de ce 16e concours d'agrégation. 83 admis sur 178 candidats pour l'ensemble des 19 pays francophones. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody est donc en tête de l'édition 2012 du concours d'agrégation du CAMES. Dans un autre registre, le Fonds de développement et de la formation professionnelle, FDPP, vient d'organiser une séance de formation à l'intention des entreprises cotisantes et des organismes de formation dans la ville d'Abengourou. Cet atelier vise à informer les clients et les partenaires du fonds sur les procédures de remboursement. Les explications d'Honorine Anigori. L'objectif de cette session de formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des dossiers de demande de remboursement présentés par les entreprises cotisantes. Les entreprises participantes sont édifiées sur la bonne constitution de leurs dossiers de demande de remboursement. Les entreprises et les opérateurs de formation ont une bonne connaissance du processus de remboursement des actions de formation et du rôle de chaque acteur. Deux communications sur les thèmes conditions de recevabilité d'un dossier de demande de remboursement et les différents traitements d'un dossier de demande de remboursement ont soutenu cette formation. Créé en 1992, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, est le dispositif de financement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Sa mission est de contribuer au développement des ressources humaines par le financement des interventions dans le domaine de la formation professionnelle grâce à la taxe afférente payée par les entreprises dites taxe additionnelle à la formation professionnelle continue représentant 1,2% de la masse salariale. Ainsi, des plans de formation et projets interentreprises sont agréés au profit de ces entreprises cotisantes. Ils visent le perfectionnement, la promotion, la reconversion et l'intégration des salariés au sein de l'entreprise par la mise en œuvre de formations adaptées aux besoins identifiés. Je vous propose maintenant de suivre cette rencontre entre le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication et de la Poste, Bruno Nabanye-Koné, et des opérateurs économiques indiens. Une rencontre qui a permis de montrer les atouts des TIC en Côte d'Ivoire. C'est avec Lassina Ouattara. Ils sont une vingtaine d'hommes d'affaires indiens à vouloir investir dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, TIC, secteur en plein boom en Côte d'Ivoire. Le forum organisé à Abidjan a permis de présenter les atouts du pays. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'est un pays jeune, un pays dynamique. Et dans le secteur des TIC, il y a beaucoup à faire. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est également le pays d'entrée de la zone UMOA d'abord et ensuite de la zone CEDEAO. Donc il y a un potentiel qui est relativement important.
Et nous sommes heureux que l'Inde, il faut le savoir, c'est dans le domaine des TIC, aujourd'hui l'un des pays les plus avancés. Cela ne se sait pas, mais c'est l'un des pays les plus avancés et le développement de ce pays est aujourd'hui fortement porté par les TIC. Les Indiens font de la sous-traitance pratiquement pour le monde entier, pour tous les leaders du secteur des TIC dans le monde. L'Inde emploie plusieurs millions de personnes dans le domaine des TIC. Ils ont une avance qui est extrêmement importante et dont nous souhaitons bénéficier. Bruno Koné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, a par ailleurs indiqué que la volonté du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 passe par un accès au TIC pour toutes les populations. Il a à cet effet rappelé un cadre réglementaire et adapté, la construction d'un backbone national en fibre optique et le schéma de gouvernance électronique. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Anil Charan, a présenté les performances de son pays en matière de TIC avec des exportations qui se sont accrues de 75% de 2008 à 2011. Avec son expertise et ses ressources humaines de qualité, l'Inde veut aider à la formation d'Ivoiriens dans le domaine des technologies. D'ailleurs, la quote-part des bourses octroyées est passée de 20 à 60 cette année. Dans l'actualité sanitaire, à la célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le sida, les ONG en Côte d'Ivoire ont mis à profit cette journée. Elles ont organisé de grandes manifestations de sensibilisation. Akonda VS, qui œuvre dans le domaine de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, a organisé une marche dans la rue de Cocody et des séances de dépistage volontaire. On y prend part avec Hugues Webley. La journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion d'une grande mobilisation pour les ONG de Côte d'Ivoire qui disent non à cette pandémie qui continue de faire des ravages. Une mobilisation particulière ce 1er décembre pour marquer leur adhésion à l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé qui vise 0 nouvelle infection, 0 décès, 0 stigmatisation. Aujourd'hui, les moyens qui sont à la disposition de la communauté nationale, internationale pour faire face au VIH-Sida, je parle des moyens cliniques, des moyens médicamenteux, des moyens de prévention. Cet ensemble de moyens permettent de penser qu'une fois qu'ils sont mis en œuvre dans les meilleures conditions, nous pouvons effectivement atteindre cet objectif. L'ONG Akonda VS, qui œuvre dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, y croit, bon nombre de ses partenaires également. La RT ne peut pas être insensible à tout ce qui touche la population. Mais en plus, au niveau du ministère de la Communication, il y a un comité de lutte contre le sida. Et donc, ensemble, nous apportons nos synergies à toutes les ONG qui participent à l'éradication du sida. Cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'accent a été beaucoup plus mis sur le dépistage volontaire. Une sensibilisation pour amener les populations qui redoutent encore cette démarche à s'y inscrire résolument. Ça fait 15 ans, parce que mon deuxième fils a 15 ans, depuis il était en grossesse, on m'a conseillé de faire le dépistage et je le fais toujours. Ça ne fait pas peur parce que je sais que même quand tu es positif ou on te fait suivre, donc je n'ai pas peur. La connaissance de son statut sérologique, les rapports sexuels protégés, il a été expliqué aux jeunes notamment lors des différentes séances de sensibilisation, figure au nombre des moyens efficaces de lutte contre le sida. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu dans la matinée de vendredi dernier le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les droits de l'homme, Ivan Simonovic. Le point de la situation sécuritaire et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire était au centre de la rencontre. Le point avec Marie-Laure Ngora. Séance de travail entre le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, et l'adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovic. Au cœur des échanges, plusieurs sujets, notamment les agressions dont la Côte d'Ivoire a fait l'objet il y a quelques mois, la réforme du secteur de la sécurité, les mesures prises contre l'impunité, la prolifération des armes et le cas des dozos. Sur l'ensemble des préoccupations, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a donné des éclairages aux responsables onusiens.
Il est important de s'assurer que les droits de l'homme de chacun, que peu importe leur appartenance ethnique, leur croyance religieuse ou leur allégeance politique, soient respectés. Très content de voir les améliorations qui ont été faites depuis. Les progrès qui ont été faits au niveau économique ont été plus rapides que ce que beaucoup attendaient. Au niveau de la sécurité, en fait, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites malgré en fait les récentes menaces. Il est bon de noter que la mission de l'adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovic, en Côte d'Ivoire, a débuté le 27 novembre dernier. Le fonctionnaire onusien s'est rendu à Man, Diokwe et Giglo. Il a en outre rencontré le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, ainsi que des partis et groupements politiques. On parle culture à présent avec la fête des Ignames. Nous sommes à Transua et Fréti 2, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les explications sont signées Francis Boifo et Mamadou Kwasi. À Fréti 2, toujours dans le département de Transua, les populations se sont retrouvées pour partager le premier repas de l'année à base de la nouvelle Igname. À l'occasion de cette fête, les fils et filles du département de Transua, de tous partis politiques, ont répondu à l'appel des habitants de Fréti 2. Et les différents intervenants de cette rencontre n'ont pas manqué de le relever. Tous invitent la population de la région du Kontougo à prôner la réconciliation, la paix et le vivre ensemble. Parce que, disent-ils, le développement est à ce prix. À Crécrény, dans la sous-préfecture d'Achiefré, toujours à l'est de la Côte d'Ivoire, les invités venus des 4 coins du pays pour célébrer la fête des Ignames ont eu droit à des prestations de danse au rythme du tam-tam parleur et autres instruments musicaux traditionnels. Une façon pour les organisateurs de faire la promotion du riche patrimoine culturel. Bon, les festivités à Crécrény ont débuté par une parade. Mariage pas comme les autres dans la commune d'Adjamé. Le maire de la commune, Youssouf Silla, a officié la célébration civile de mariage de 100 couples. Cette deuxième édition du mariage collectif qui a drainé des milliers de fidèles a eu lieu au nouveau temple de prière de l'Église universelle du Royaume de Dieu. La bénédiction nuptiale a été faite par l'évêque Antonio Ferraz qui a également prié pour la paix et le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. En religion toujours, la célébration de la GEM entendait la journée de l'enfant musulman. L'initiative est des 3A, l'amicale des anciens de l'AUMC. Le point avec Mamadou Kwasi. Depuis le 14 novembre dernier, la communauté musulmane célèbre la nouvelle année hégirienne 1434. Pour marquer ce nouvel an, l'association des anciens de l'AUMC, 3A, organise dans la première semaine la journée de l'enfant musulman, GEM. Cette 13e édition, placée sous le signe de la cohésion et de la réconciliation, a pour thème la réconciliation par le rapprochement des enfants. Aujourd'hui, nous réunissons les enfants pour marquer cette volonté de la communauté musulmane de se réconcilier avec les autres communautés. Les enfants chrétiens ont aussi apporté leur contribution à la célébration de la journée de l'enfant musulman à travers des messages de paix. Le représentant du parrain a quant à lui encouragé les enfants à l'obéissance et au travail. Il faut que nous incitions les enfants au travail, au respect des valeurs qui structurent une société, qui structurent la famille, aux valeurs qui sont celles de l'école, c'est-à-dire le travail, le respect, la tolérance, mais avec des convictions fortes. Des concours de récitation de Soura du Saint-Coran, des cantiques et plusieurs jeux distractifs ont marqué la célébration de la 13e édition de la journée de l'enfant musulman. Hors de la Côte d'Ivoire, un avion cargo en provenance de Pointe-Noire au Congo a raté son atterrissage à l'aéroport de Brazzaville, faisant une trentaine de morts parmi les habitants du quartier. Selon le responsable des services de secours Georgelin Massemba, une trentaine de personnes habitant le quartier de la Poudrière ont été tuées. L'équipage dont on ignore la composition exacte a également péri dans l'accident. Reportage. C'est dans la soirée, sur le tarmac de l'aéroport de Brazzaville, que le drame s'est produit. L'appareil, un gros porteur de fabrication soviétique, était en provenance de Pointe-Noire. Il s'est posé dans de très mauvaises conditions météo et n'a pas pu freiner à temps pour éviter la sortie de piste. Avant de finir dans un ravin et de prendre feu, l'avion a rasé une quinzaine d'habitations. En plus de l'équipage de l'appareil, une trentaine de personnes sont mortes dans le quartier de la Poudrière, une zone résidentielle collée à l'aéroport. Les habitants affirment que la piste d'atterrissage s'allonge d'année en année jusqu'à se trouver aujourd'hui à quelques dizaines de mètres de leur maison.
Depuis qu'on a placé la nouvelle piste là, vraiment nous sommes carrément en insécurité totale. La nuit on ne peut pas dormir, il y a des atterrissages, des décollages, vous voyez, des avions qui passent juste sur les dessus de toit. Nous demandons vraiment aux autorités de ce pays de prendre des mesures concrètes pour que la zone soit carrément délogée. Cet accident ravive les critiques virulentes sur les ratés de la sécurité aérienne au Congo. L'année dernière, un autre avion cargo soviétique affrété par la même compagnie arménienne avait tué une vingtaine d'habitants à Pointe-Noire dans son atterrissage. Revenons sur l'un des pans de l'actualité nationale. Le président Alassane Ouattara a quitté ce midi Abidjan pour Paris. Il prendra part à la réunion du Conseil consultatif sur le financement du plan national de développement prévu pour les 4 et 5 décembre prochains sous l'égide de la Banque mondiale. Une rencontre sur le financement du PND 2012-2013 qui regroupe les investisseurs privés et publics. Et puis pour terminer le rappel de cette information relative aux travaux à l'hémicycle, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sera demain, lundi, à l'Assemblée nationale pour la présentation de 2 projets. Le projet de loi portant organisation des collectivités territoriales et le projet de loi portant modification du code électoral. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.